Voilà, je suis de retour avec une série d'exercices en relation avec le système nerveux, partie raisonnement scientifique. Je vais commencer d'abord une bonne lecture pour l'énoncé. Pour déterminer le trajet des messages nerveux responsables du mouvement de la main droite, on propose les données suivantes. Avec une technique moderne, on peut explorer l'activité du cortex cérébral, par exemple la zone A, voilà, est active lorsque la personne fait bouger sa main droite. La figure A du document 1 montre l'emplacement de cette zone A et la figure B du même document, il présente certains nerfs cérébraux. Donc voilà les deux documents, bien les deux figures du document 1. Donc la zone A, voilà le sillon de Rolando, et on sait que l'emplacement de cette zone A, il se situe en avant du sillon de Rolando, donc il s'agit bien sûr de l'aire motrice, l'hémisphère cérébral, partie gauche, le cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière. La figure B, il nous montre quelques aires cérébrales, le sillon de Rolando qui sépare les deux aires, l'aire motrice et l'aire de la sensibilité générale. Et dans la partie occipitale de notre cerveau se trouve l'aire visuelle. Voilà l'aire olfactive, l'aire auditive. Voilà. Et on continue la lecture. Déterminer à partir de ces données, grand A, l'aire cérébrale qui intervient dans la réalisation du mouvement de la main droite. B, la nature des messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A. Et la question C, l'organe effecteur. Et on va commencer par la question A, l'aire cérébrale qui intervient dans la réalisation du mouvement de la main droite. Donc, mouvement de la main droite, c'est un mouvement volontaire parce que là, le centre nerveux responsable se situe au niveau du cerveau et là, bien sûr, c'est l'aire motrice. L'aire motrice qui est responsable, bien qui commande les mouvements volontaires, bien sûr dans ce cas-là, de la main droite. Donc, c'est l'aire motrice gauche, bien sûr, parce que là, on a la main droite. Il faut faire attention, d'accord, qui commande le mouvement de la main droite, car la zone A, représentée sur la figure petit a, voilà, est active lorsque la personne fait bouger sa main droite. Donc, c'est elle la responsable, bien c'est elle qui commande le mouvement de la main droite. Et on passe à la deuxième question. Déterminez toujours à partir de ces données la nature des messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A. Donc, la zone A, c'est l'aire motrice gauche, c'est-à-dire qui va commander, c'est la zone où naît l'influx nerveux moteur qui va commander le mouvement de la main droite. Donc, la zone A est l'aire motrice gauche qui est à l'origine de l'influx nerveux moteur et qui permet le mouvement de la main droite. Voilà, et on passe à la question C. Toujours, à partir de ces données, déterminer l'organe effecteur. Bien sûr, les organes effecteurs sont les muscles. Et là, on parle des muscles de la main droite parce que la personne a bougé la main droite. Voilà pour cette première partie de cet exercice. Et on continue. Les messages nerveux qui naissent au niveau de la zone A, c'est-à-dire la zone motrice ou bien l'aire motrice gauche, sont transmis aux muscles de la main droite. Ces messages traversent le bulbe rachidien, la moelle épinière, le nerf rachidien avant d'arriver au muscle. Pour déterminer la racine du nerf rachidien par laquelle passent ces messages nerveux, on a effectué chez un mammifère des expériences de section, c'est-à-dire on a coupé, et de stimulation au niveau des deux racines du nerf rachidien reliées au muscle du membre antérieur droit. Le nerf rachidien qui est relié avec la moelle épinière avec les deux racines, la racine dorsale et la racine ventrale. Le document 2
présente les conditions et les résultats de ces expériences. Et on va détailler le document 2. Voilà. Là, on a la moelle épinière avec les deux substance grise centrale et la substance blanche périphérique. Là, on a la racine postérieure ou bien dorsale et la racine antérieure ou bien ventrale. La racine postérieure, on peut la distinguer de la racine antérieure, bien sûr, par ce gonflement-là, qui est le ganglion spinal. Là, on a une section, d'accord, et simulation. Donc, pas de flexion du membre antérieur droit. L'autre, section et simulation. Flexion du membre antérieur droit. D'accord? J'explique. On va commencer tout d'abord par ce schéma-là. Donc là, on a la racine dorsale ou bien postérieure. On a simulé le bout périphérique, c'est-à-dire qui se trouve en dessous de la section. C'est-à-dire, l'influx nerveux, il veut passer vers la moelle épinière. Qu'est-ce qu'il va trouver? Un vide, une section. Donc, la moelle épinière ne va pas recevoir l'influx nerveux et c'est pour cette raison qu'on ne voit pas une flexion, c'est-à-dire pas de réaction du membre, pas de flexion du membre antérieur droit. Pour l'autre schéma, là, on essaie juste d'expliquer. On n'a pas encore passé aux questions. Là, on a sectionné la racine ventrale et on a simulé le bout toujours périphérique, mais pour la racine ventrale. Le bout périphérique, c'est-à-dire la simulation en dessous de la section, qui n'est pas reliée avec la moelle épinière. Résultat, flexion du membre antérieur droit. Pourquoi? Parce que là, ce nerf-là, ou bien ces fibres nerveuses, ils sont reliés directement aux muscles, reliés avec, ou bien innervés avec ce nerf-là, ce nerf rachidien, et le résultat, flexion du membre antérieur droit. Donc, on va passer aux questions. Le document, voilà, on retourne aux questions. Voilà. Il faut lire d'abord la remarque. Lorsqu'on effectue une section dans une racine, on obtient deux parties. Une partie centrale liée à la moelle épinière, une partie périphérique liée au nerf rachidien, c'est-à-dire la partie qui se trouve en dessous de la section, c'est la partie périphérique, et la partie qui se trouve en dessus de la section, c'est la partie centrale. La question d'écrire les expériences du document 2, c'est la question numéro 2. Et la question 3, à partir des résultats expérimentaux, montrer que les messages nerveux provenant de la zone A, c'est-à-dire l'aire motrice gauche, et se dirigeant vers les muscles de la main droite, passent par la racine antérieure du nerf rachidien, c'est-à-dire la racine ventrale. Donc, on va commencer par la question numéro 2. Bien sûr, la section de la racine dorsale ou bien postérieure, bien sûr, cette racine elle est responsable du transfert de l'influx nerveux sensitif. Cette section, il a engendré par la suite, pas de flexion du membre. Pourquoi? Parce que l'excitation est située au bout périphérique et l'influx nerveux, il veut passer vers l'influx nerveux sensitif, veut passer vers la moelle épinière, mais il trouve une section, c'est-à-dire un vide. Donc là, cette partie qui n'est pas reliée avec le centre réflexe, il ne va pas aboutir à la flexion du membre antérieur droit, car l'influx nerveux sensitif n'arrive pas jusqu'à la moelle épinière à cause de la section, c'est-à-dire à cause de cette interruption de ce message nerveux sensitif. Et par la suite, il n'y a pas de flexion du membre. Donc, la racine, bien sûr, dorsale ou bien postérieure, elle est responsable du passage de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière. Toujours dans la description de la partie, c'est-à-dire le document
B, ou bien la figure B du document 2, là, on doit décrire, c'est-à-dire on doit interpréter le résultat de cette expérience. Voilà. Donc la racine ventrale, c'est-à-dire ou bien la racine antérieure, si on sectionne cette racine et on excite le bout périphérique, le résultat, il y a une flexion du membre qui est innervé par ce nerf, par ces fibres nerveuses. Donc là, la racine ventrale du nerf rachidien, c'est un conducteur moteur. Et bien sûr, le bout périphérique, bien l'excitation du bout périphérique a engendré par la suite une flexion de ce membre. Comment je peux expliquer ça? Tout simplement parce que les fibres nerveuses motrices, ils ont conduit l'influx nerveux moteur directement vers le muscle innervé par ces fibres nerveuses. Et là, les fibres nerveuses, ils sont caractérisées par leur excitabilité, bien sûr, et leur conductibilité. Et toujours, le message nerveux moteur, il prend un sens centrifuge efférent. Et bien sûr, le message nerveux sensitif, il prend toujours un sens centripète afférent. Donc, on récapitule, pour la racine dorsale ou bien postérieure, c'est le lieu de passage de l'influx nerveux sensitif centripète ou bien afférent, depuis les récepteurs sensoriels vers le centre nerveux, c'est-à-dire la moelle épinière, et la racine ventrale ou bien antérieure, c'est le lieu de passage de l'influx nerveux moteur, et toujours l'influx nerveux moteur, il prend un sens centrifuge efférent. Voilà pour la description. Et on passe à la question 3. Donc, à partir de ces résultats expérimentaux, montrer que les messages nerveux provenant de la zone A, c'est-à-dire l'aire motrice gauche, ils se dirigent vers les muscles de la main droite. Et bien sûr, ils vont passer par la racine antérieure du nerf rachidien. Pourquoi? Parce que l'influx nerveux moteur qui a pris naissance au niveau de l'aire motrice gauche, il va prendre par la suite les voies centrifuges efférentes et change de direction, bien sûr, au niveau du bulbe rachidien. Et par la suite, il va passer à travers la racine ventrale du nerf rachidien, qui est le conducteur moteur. Et bien sûr, après les résultats de l'expérience du document la figure B, ces résultats-là, ils nous ont montré que, bien sûr, la racine ventrale, bien sûr, ou bien antérieure, c'est le lieu de passage de l'influx nerveux moteur, ou bien centrifuge. Et par la suite, ce message nerveux, il va passer vers les muscles qui vont effectuer par la suite le mouvement. La troisième partie de cet exercice, le document 3 présente les éléments qui interviennent dans le mouvement de la main droite. Et on n'a pas représenté le neurone responsable du transfert de l'influx nerveux moteur depuis la moelle épinière vers l'organe effecteur. Voilà. Là, on a le cortex cérébral, les deux parties, les deux hémisphères cérébraux. Et voilà l'emplacement de l'aire motrice gauche et l'influx nerveux moteur qui prend naissance de cette zone-là. Une fois arrivé au niveau du bulbe rachidien, il va dévier, il va prendre le sens contraire. Et là, la moelle épinière qui joue le rôle dans cette partie-là, un rôle d'un conducteur moteur. Et là, qui manque, c'est un neurone moteur, bien sûr, et les fibres nerveuses motrices, ils vont prendre les voies de la racine antérieure ou bien ventrale vers les organes effecteurs. Et là, on doit aussi représenter, bien sûr, le trajet ou bien le sens de l'influx nerveux. Voilà la question, ou plutôt les deux questions. Complétez le document 3 en représentant le neurone moteur qui relie la corne ou bien la racine antérieure de la moelle épinière avec un des muscles de la main droite. Et la cinquième question, représenter, toujours dans le schéma, avec des flèches, le sens de propagation des messages nerveux au cours de l'activité nerveuse étudiée.
bien sûr, un trajet d'un influx nerveux sans sens, c'est-à-dire sans direction, il n'a pas de sens, bien sûr. Donc, c'est faux. Donc, c'est un trajet qui est incomplet. Donc, on doit prendre en considération toujours le sens de l'influx nerveux. Dans ce cas-là, on a un sens centrifuge moteur, donc on ne doit pas oublier le sens, c'est-à-dire les flèches. Et voilà la réponse en relation avec les deux questions. Voilà le sens de l'influx nerveux moteur, centrifuge efférent, et voilà le neurone moteur et l'influx nerveux qui va passer à travers la racine antérieure, toujours vers les organes effecteurs. Et là, on a cette jonction-là, ou bien le synapse neuromusculaire, la jonction entre la fibre nerveuse motrice et les muscles, c'est-à-dire les organes effecteurs. Et voilà pour cet exercice et merci pour votre attention. À la prochaine.